Je vais encore vous parler de filamine, mais rassurez-vous sous un autre aspect qu'hier, et je ne vais pas me répéter ce qu'a dit Anna. Et donc, vous savez sûrement, je pense, que la filamine, c'est une grosse protéine du cytosquelette, et sa principale propriété, en fait, c'est de lier l'actine. Et donc, la filamine, en fait, c'est une famille de 3 isoformes qui sont codés par 3 gènes différents, et c'est la filamine A qui est la plus importante dans tous les tissus, mais aussi dans les plaquettes. Alors, en ce qui concerne, et ce qui est important, c'est que la filamine A, le gène est sur le chromosome X, et c'est important pour le futur, en fait, ce que je vais vous présenter. Donc, la structure de la filamine, je me trompe ou pas, c'est ça? Non, pardon, excusez-moi. La structure de la filamine, j'ai plus passé beaucoup de temps, donc est composée d'un domaine N-terminal, hein, et qui est composé, donc c'est de la liaison à l'actine, hein, et ensuite vous avez 24 IGI qu'on appelle, qui sont répartis dans le domaine 1, ROD1 et dans le domaine ROD2, et qui sont séparés par 2 charnières, ces charnières étant très sujettes à la calpaïne. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que ce ROD1, qui va de l'IGI 1 à 15, est très linéaire, et lie également des sites d'actine, alors que le domaine ROD2 est très compact et lui lie environ, il a été décrit 90 partenaires associés à la filamine. Enfin, il y a le domaine C-terminal, hein, qui correspond en fait à l'IGI 24 et qui est le domaine de dimérisation et aussi le domaine de rond. Alors, quand il y a une mutation de la filamine, eh bien, elle entraîne un large spectre de pathologies, hein, et qui touche différents organes, notamment le cerveau, et dans ce cas-là, on a une hétérotopie nodulaire périventriculaire. Les mutations de cette pathologie, eh bien, sont absolument aléatoires, et cette hétérotopie, en fait, est traduite par un défaut de migration des neurones, et elle touche surtout les femmes. Les hommes meurent à la naissance. Alors vous avez aussi d'autres pathologies qui touchent le cœur, le squelette et les intestins, et dans ces cas-là, les mutations sont des mutations qui sont dans des domaines bien précis. Quant aux plaquettes, en fait, ce qu'on sait sur les plaquettes, c'est qu'on a décrit 5 partenaires de la filamine sur les plaquettes. Donc il y a tout d'abord SIC qui est associé à l'IGA5, et SIC joue un rôle très important parce que la FNNA va recruter SIC au FcR gamma 2 qui est lui-même associé à GP6 et va permettre l'assimilation GP6. Ensuite il y a GP1B alpha avec l'IGA17, et dans ces cas-là, cette interaction joue un rôle essentiel dans l'adhérence dans des conditions de flux pathologique, hein, des chirs élevés. Il y a une interaction bêta-3-filamine, pas il y aurait, hein, mais elle régulerait négativement, j'emploie le conditionnel, l'activation d'insuline alpha-2b bêta-3. Et il y a 2 autres partenaires qui ont été décrits récemment, Paxine2 qui joue un rôle sur la tubulation des membranes, et STIM1 qui joue lui sur l'influx de calcium, hein, et qui interagissent avec la filamine. Alors, il y a eu 2 modèles de filamine, de souris, hein, c'est le groupe de Harvey qui a montré ça, et dans le premier modèle, en fait, il décrit une thrombopénie avec des grosses plaquettes, intensément augmentées, et c'est dans ce papier que Rémi Fallet a décrit une interaction SIC-FLNA. Et vous voyez qu'effectivement, il y a une diminution de la phosphorylation de cycle et donc de son activité dans les FNNA en moins par rapport au contrôle, au white tie. Il y a un deuxième papier qui est toujours de la même équipe, hein, qui est allé plus loin et qui a montré que la thrombopénie pouvait être liée à la fois à une clairance accélérée et également à des plaquettes plus fragiles. Et vous voyez aussi que les proplaquettes, une diminution de proplaquettes dans ces
Alors quand on a commencé ce travail, en fait, aucun patient n'avait été décrit. Moi, je vous parlerai aujourd'hui de 5 patients. Alors 4 patientes, ce sont des femmes, hein, qui ont, 3 d'entre elles ont une PVNH. Elles présentent en fait des saignements plus ou moins importants. Et bon, je vous dirai ces patients. Ensuite, je vous parlerai d'un patient masculin, ce qui est très rare, hein, et qui lui présente un phénotype de gain de fonction et qui a un syndrome de malrotation intestinale congénitale. Et enfin, je vous parlerai des études préliminaires sur l'implication des domaines FLNA dans l'activation de l'intégrine alpha-2 bêta-3. Alors, quand on regarde ces patientes, hein, c'est grâce à la collaboration à l'époque de Paquita Norden et puis de Cyril Boiset, qui est le responsable du centre de référence de phyllonéopathie A à Bordeaux. Hein. Donc on a eu 4 patientes. Ces patientes, 3 d'entre elles présentaient une PVNH et c'était la patiente P1, P2 et P4. Et vous voyez qu'elles ont des protéines tronquées. Elles présentent donc ces protéines, une protéine tronquée de 162, enfin variable suivant la mutation, et vous avez une thrombopénie variable suivant les malades. Il y avait aussi une autre patiente P3 qui, elle, avait un syndrome isolé, présentait un syndrome isolé, avec une mutation faux sens au niveau d'IG16 et qui présentait une thrombopénie importante. Donc, à partir de ces 4 malades, on a regardé la morphologie des plaquettes. On a vu qu'il y avait 2 populations de plaquettes, des grosses plaquettes, comme vous pouvez voir ici, et les plaquettes normales chez ces patientes. Et on voyait aussi une distribution des granules alpha qui était différente. Donc, on a regardé ensuite, logiquement, en fait, l'expression de la FLNH chez ces malades, en sachant qu'elles sont hétérozygotes, ces femmes. Donc elles sont censées avoir 50% de FNA wild type et 50% de FNA muté. Et quand on regarde en fait l'expression de la FNA wild type à 280, on voit qu'en fait l'expression est variable suivant les malades, ça c'est une chose, et on voit qu'en fait on n'a pas du tout les protéines tronquées attendues au bon point moléculaire. Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des fragments qui sont dus à la calpénine, et c'est inévitable, je dirais. Et en effet, quand on blotte avec le C terminal et quand on bloque avec le N terminal, pardon, on fait des blots, on voit bien qu'on a une expression qui est identique pour les malades avec ces 2 anticorps, ce qui veut bien dire, comme on a des protéines tronquées, qu'il ne nous reste plus que de la protéine wild type et que la protéine tronquée est dégradée. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que la FLNA est dégradée dans les plaquettes ou est-ce que la FLNA est dégradée dans les mégakaryocytes? Et donc vous voyez ici un marquage de FLNA et en rouge et un marquage de Villebrandt en vert. Et vous voyez une hétérogénéité en fait de la distribution de la FLNA. Et si je prends ces 2 mégas-là, qui sont marqués au Villebrandt, vous voyez qu'il n'y a pas de FLNA dans ces mégas. Donc en fait, on a des mégas qui ont la FLNA, des mégakaryocytes qui n'en ont pas. Et je vous rappelle, avec l'inactivation de l'X, en fait, on est censé avoir des mégas qui ont uniquement le wild type et des mégas qui ont uniquement de la FNA mutée. Donc, chez Anna, Alexandro est allé plus loin, hein, et donc, à partir de ces malades, il a généré des IPS, là je vais aller très vite parce qu'Anna vous en a très bien parlé, des IPS à partir des CD34+, de ces malades. Ils ont isolé des clones et les cas, comme vous voyez, wild type de ces malades montrent bien de la FLNA, alors que les mutés n'ont pas de FLNA. Maintenant, quand on regarde la formation de proplaquettes, hein, on voit bien que ces clones mutés ne forment pas de proplaquettes, que ce soit pour P1 ou P2, alors que les wild type de ces mêmes malades font des proplaquettes. Et enfin, ils ont montré joliment qu'il y avait des fibres de tension très augmentées chez ces malades,
hein, comme vous voyez ici par rapport au contrôle white type, hein, et donc qui veut dire une activité rho exacerbée. Et effectivement, comme vous l'a dit Anna, quand on inhibe la voie rho, ils ont montré une restauration de la formation des proplaquettes. Donc on arrive à ce schéma suivant, c'est que dans les conditions normales, l'interaction alpha-2 bêta-3 filamine inhibe, je dirais, maintient en haut à l'état inactif, ce qui permet en fait la formation des proplaquettes, alors que dans les filaminopathies, il n'y a plus de filamine, il n'y a plus d'interaction alpha-2 bêta-3 filamine. Vous avez donc une activité rho exacerbée et vous avez donc une absence de formation de proplaquettes. Maintenant, je vais aborder en fait Qu'est-ce que je fais là? Donc, à la suite de ça, en fait, on a regardé les fonctions des plaquettes, hein, on a regardé les fonctions des mégas, ensuite on regarde les fonctions de plaquettes, et en fait là, je vous ai vraiment simplifié les résultats, et je n'ai pris que 2 patientes, P1 qui avait 37% de FLNA avec une thrombopénie, hein, et P2, elle, qui avait les plaquettes normales, une quantité de plaquettes normales, et FLNA à 82%. Quand on regarde, en fait, induite, j'ai pris la convulsine ici, l'agrégation, on voit que chez P1 qui a peu de FLNA, on a une diminution significative de l'agrégation induite par la convulsine, ainsi que la sécrétion, et on a regardé l'activation de l'intégrine alpha-2 bêta-3 qui était diminuée, l'adhérence en flux qui était également diminuée, alors que pour P2, qui a une quantité de FNA pratiquement normale et un nombre de plaquettes normales, eh bien, l'agrégation à la convulsine est normale, et avec les autres inducteurs aussi, la sécrétion est normale, en fait, tout est normal. Donc, on est allé plus loin, et on a voulu regarder, on a regardé la signalisation GP6, toute la signalisation GP6, et on s'est bien sûr arrêté avant tout à SIG. Pourquoi SIG? Parce que je vous ai dit que SIG était associé à la FLNA et permettait le recrutement de SIG au FcRn-2 et donc la signalisation GP6. Quand on regarde l'activation de SIG, eh bien, on voit que chez P1, qui n'a pas beaucoup de FLNA, la phosphorylation et l'activité de SIG est diminuée. Et en revanche, pour le malade P2 qui a une FLNA normale, eh bien, la phosphorylation du SIG et son activité est normale. Donc, ces malades qui ont peu de FLNA ont aussi une thrombopathie, qui est en fait due à un défaut de recrutement de SIG au FcRn-gamma. Donc, en fait, ce qu'on a décrit ici chez ces malades, c'est que ces malades qui saignent ont un défaut des fonctions plaquettaires qui est uniquement dépendant de la FLNA restante dans les plaquettes, normale. Donc, dans la deuxième partie, en fait, on a donc étudié là un homme, ce qui est très rare, puisque les hommes meurent souvent à la naissance. Et cet homme a un phénotype de syndrome de malrotation intestinale congénitale. Et donc, quand on regarde l'historique de l'histoire familiale de ce malade, l'histoire est très lourde, puisque 3 de ses frères sont décédés, comme vous pouvez voir, de cette même pathologie, et 2 oncles également. Et quand on regarde la mutation, c'est une mutation qui est assez originale, puisque c'est une mutation au niveau du stop codon. Donc en fait, la protéine est augmentée de 100 acides aminés dans la partie C-terminale. Donc quand on regarde en fait les fonctions, en fait les plaquettes de ce malade, eh bien, contrairement aux autres malades PVNH chez des femmes, lui, il a un compte plaquettaire tout à fait normal, les plaquettes sont tout à fait normales.
Et quand on regarde le contenu de FLNA dans les plaquettes, on n'a que 30% de FLNA dans les plaquettes. Seulement la différence des PFNH, c'est que ces 30% sont dans toutes les plaquettes. Alors, la deuxième chose qui était vraiment très surprenante pour nous, et je vous montre qu'un exemple ici, c'était les fonctions de ce malade. Quand on regarde les fonctions de ce malade, on voit qu'à l'agrégation induite par l'ADP, on a une augmentation en fait de l'agrégation induite par l'ADP, comme vous voyez ici, et une augmentation de l'activation de l'intégrine alpha-2 bêta-3 mesurée par PAC-1. Et quand on regarde également d'autres fonctions chez ce malade, on voit que l'adhérence en flux que vous voyez ici est augmentée, ainsi que la formation du thrombus par rapport au contrôle qui est ici. Donc en fait, on se retrouve dans un système de suractivation. Et comment expliquer qu'il y a une augmentation de l'activation de l'intégrine alpha-2 bêta-3? Alors le modèle, le rôle de la FLNA dans les plaquettes, c'est pas très clair en fait. Ça a été décrit dans d'autres types cellulaires, mais dans les plaquettes, rien n'a été décrit, sauf un papier de Colère qui montre qu'avec des peptides de la FLNA, mais dans un système reconstitué, il montre que des peptides de la FLNA bloquent en fait bêta-3, mais aussi alpha-2b, et donc bloquent dans une configuration non active alpha-2b bêta-3. Et donc c'est ce que je vous montre ici. Donc FLNA est associé à bêta-3 et alpha-2b. Et lorsqu'il y aurait une activation par un inducteur X, eh bien il y a un intermédiaire que l'on ne connaît pas dans les plaquettes, qui n'est pas décrit, et qui vient en fait dissocier FLNA de bêta-3, et ce qui va permettre en fait le recrutement de la taline et de la quinidine à bêta-3. Je vous rappelle que la taline et la quinidine permettent le changement conformationnel de bêta-3 et donc son activation. Quinidine et taline ont pratiquement le même site par rapport à la bêta-3 que la FLNA. Donc c'est pour ça que la FLNA doit se dissocier. Alors il y a un deuxième modèle qui est proposé où FLNA est toujours associé sur des cellules non actives, mais il n'y a pas d'intermédiaire qui vient décrocher FLNA, et dans ces cas-là, la FLNA, après activation, il va y avoir un changement conformationnel qui va faire que la FLNA va se dissocier et va permettre à la taline et à la quinidine de s'associer. Donc, en fait, on est allé regarder, bien sûr, l'activation de l'intégrine, la signalisation, l'activation de l'intégrine alpha-2b bêta-3, et on a regardé RAP, l'activation de la petite G-protéine RAP, parce que c'est elle qui permet le recrutement de la taline à bêta-3. Quand on regarde en fait cette activation de RAP chez le malade, elle est tout à fait normale. Donc ça veut dire concrètement que ça se passe vraiment au niveau d'alpha-2 bêta-3. Et on est allé voir donc le recrutement de la taline, et on a fait pour ça en fait une IP alpha-2b bêta-3 suivie d'un blood taline induit par l'ADP, et on voit effectivement que le recrutement est augmenté chez le malade par rapport au contrôle, et c'est ce qu'on a mesuré ici, une augmentation, et ce qui expliquerait en fait donc cette suractivation de l'intégrine alpha-2b bêta-3 chez ce malade. Donc bien sûr, il fallait montrer que c'était bien cette mutation qui faisait cet effet. Donc on est allé transfecter cette mutation dans des cellules HEL, et on a regardé tout d'abord la liaison du fibrinogène, qui est le reflet donc de l'activation de l'intégrine alpha-2 bêta-3, pour voir si c'était augmenté. Et effectivement, quand on induit au PMA, on voit bien que FLNA, la white type, FLNA muté, la fibrinogène est augmentée chez le FLNA muté comparé au FLNA white type. Donc on se retrouvait avec les mêmes résultats, et on est allé ensuite regarder l'association alpha-2b bêta-3 FLNA muté. Là on pouvait le faire contrairement aux patients, parce que là on était sûr qu'on avait la même quantité de FLNA white type muté
dans nos cellules. Donc on a comparé, et ce qu'on a vu, c'est que, en fait, chez le malade, on voit que chez le malade, il y a moins de FLNA mutés que chez le contrôle, wild type, associé à alpha-2b bêta-3. Donc, il y aurait peut-être moins une affinité moindre de la FNA mutée par rapport à bêta-3. Donc, ensuite, nous avons regardé bien sûr le recrutement de la taline et de la clinidine, si bien sûr elles étaient recrutées à bêta-3. Là, on l'a fait par la méthode de Bruining. Je vous rappelle qu'en fait, c'est une méthode de proximité, hein, la méthode de proximité de deux protéines où on voit une proximité de moins de 40 nanomètres. Ça se traduit par les points rouges ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, et en vert, c'est la FLNA transfectée. Mais ce que l'on voit, en fait, c'est effectivement, quand on regarde le recrutement de la taline, induit par le PMA, on a une augmentation ici que vous voyez avec la protéine mutée, ainsi que de la taline, et on a également une augmentation du recrutement de la kinine 3 à bêta-3 chez ce malade. Donc on a c'est bien cette mutation qui fait cette augmentation d'activation d'intégrine alpha-2 bêta-3, et on a un recrutement taline-kinine augmenté chez le malade. Alors, les questions, c'est comment expliquer, est-ce que vraiment il y a une affinité moindre de la FNA mutée par rapport à bêta-3 au départ sur des plaquettes au repos, ça c'est à montrer, et aussi la question importante pour le malade, c'est est-ce que ce malade risque une thrombose. On peut imaginer que pour des pathologies prothrombotiques, comme l'athérosclérose, diabète, est-ce qu'il y a un risque de thrombose accru par rapport à des témoins. Donc on espère, en fait, on a demandé à Genoway de nous générer une souris KI mutée pour cette mutation. Elle est prête, et donc en fait on va commencer ces expériences pour regarder bien sûr la thrombose et aussi l'activation de l'intégrine alpha-2b bêta-3 dans ce modèle. Enfin, je voulais terminer pour parler d'études préliminaires que l'on a que l'on a actuellement sur l'implication des domaines de la FLNA par rapport à l'activation d'intégrine alpha-2b bêta-3. Alors pour cela, on a on a fait 3 délétions. Délétion 1 qui correspond en fait au cycle de lactine, la délétion 3 qui correspond en fait à l'interaction de bêta-3 avec la filamine sur l'IG21, et en fait une délétion 4 qui correspond en fait au domaine de dimérisation, le rôle du domaine de dimérisation et aussi de rôle par rapport à l'activation d'intégrine alpha-2b bêta-3. Vous voyez ici que quand on transfère ces mutants, ces constructions dans les HEL, on a une expression de FLNA qui est à peu près homogène et qui est assez bonne. Maintenant, quand on regarde la liaison du fibrinogène marqué en fax en présence de PMA avec ces délétions, eh bien, sans surprise, on voit effectivement que quand on délète l'interaction alpha-2 bêta-3 filamine, on a une augmentation du fibrinogène, ce qui on s'y attendait, mais on voit à notre grande surprise, en fait, on voit que le domaine actine semble aussi jouer un rôle de régulateur négatif dans l'activation de l'intégrine alpha-2b bêta-3, puisqu'on a une liaison du fibrinogène augmentée. En revanche, quand on regarde la dimérisation, le site de dimérisation, il ne joue pas beaucoup de rôle en fait dans l'activation de l'intégrine alpha-2b bêta-3. Donc, pour être sûr que le résultat était correct, on a regardé l'adhérence sur fibrinogène en présence de PMA. On voit que le wild type, on transfecte du wild type dans les cellules, il bloque logiquement tous les bêta-3 à l'état inactif. C'est pour ça qu'on a une adhérence en fait qui est diminuée en fait par rapport à la construction vide, ce qui est normal, ce qui est logique, disons. Et quand on regarde DEL1 et DEL3, on a une restauration, donc on a bien en fait 2 sites,
le site actine et bêta-3 qui jouerait, IG21, qui jouerait un rôle de régulateur négatif par rapport à l'activation de l'intégrine alpha-2b bêta-3. On a regardé également le cytosquelette et la polymérisation d'actine. Et donc là, ce que l'on voit, c'est que DEL3, en fait, donc l'interaction filamine FLNA alpha-2b bêta-3 et l'IG24 également qui lie au RO, eh bien, on voit une augmentation de la polymérisation d'actine par rapport au wild type. Donc, on se retrouve un peu comme dans les mégas, en fait, c'est-à-dire que l'interaction alpha-2 bêta-3 filamine, en fait, inhibe RO, hein, et on retrouve donc cette inhibition avec DEL4, parce que, en fait, DEL4, c'est le site aussi non seulement de la dimérisation, mais de RO. Donc, pour ces résultats, pour le moment, on a dans l'inside-out l'actine et bêta-3 qui joueraient un rôle de régulateur négatif, et en revanche, le régulateur négatif serait alpha-2b, l'IG21 et l'IG24 dans l'outside. Bien sûr, hein, il y a énormément de choses encore à faire, notamment l'interaction de ces mutants avec bêta-3 et de regarder l'activité RO. Alors, je voudrais terminer en disant que ce travail, il a été réalisé par deux personnes qui ne sont plus là dans les unités respectives, hein, Eliane Béron pour nous et Alexandre pour Anna. Et actuellement, en fait, c'est Lamia Lamrani, Frédéric Adam et Sarah qui reprennent le travail pour la suite du projet. Je vous remercie.